Bonjour, c'est Patrick. Ce qu'on appelle l'éveil, c'est une chose naturelle. C'est peut-être l'état le plus naturel dans lequel on puisse être éveillé. Ce qui n'est pas naturel, c'est l'état dans lequel on se trouve quand on cherche l'éveil. Parce qu'on projette quelque chose d'extraordinaire sur cet état, à l'extérieur toujours, alors qu'en fait, en revenant à zéro, en venant à l'origine en fait de ce zéro, on s'éveille. Et on se rend compte en s'éveillant qu'on l'a toujours été. Alors la question c'est qui est on ? Qui est on ? Qui est on ? Qui est-ce qui dit je suis réveillé ? Qui est-ce qui dit je dors ? Ce matin j'ai cherché en fait des images. J'ai tapé en fait sur la barre de recherche de mon navigateur origine des choses, origine du monde. Et évidemment, je suis tombé sur la toile de Courbet. Et sur un dessin peinture en fait de Masson, André Masson. Que je vais mettre en vignette, je crois. Et qui a attiré mon œil parce qu'il est réalisé avec de l'encre de Chine sur un fond bistre. Donc qui me rappelle en fait la technique avec laquelle je travaille actuellement. L'origine du monde, ce tableau qui fait tant de scandales encore aujourd'hui, puisque Facebook, je crois, le censure ou l'a censuré. Je trouve qu'il est extraordinaire ce tableau. Dans le sens où on pourrait en terminer avec toutes les enculades à la fois politiques, économiques, artistiques, dans lesquelles on se rue sans arrêt. En projetant toujours des choses qui nous appartiennent à l'extérieur. Il y a une scène comme ça dans le film, je crois que c'est La Guerre du Feu, où la femme se retourne en fait sous l'homme. Parce qu'à l'époque, on est proche encore de la bête, et on peut pratiquer en fait que la position de la levrette. Ne pas regarder le visage de la femme ou de l'homme. Ne pas être face à face et pratiquer ce que j'appelle une enculade. C'est une métaphore, bien sûr. Donc dans l'idée de repartir à zéro,
regarder les choses en face. Je pense qu'il y a aussi cette énergie sexuelle, cette énergie qu'on qualifie en fait de sexuelle, parce que finalement c'est une énergie, c'est l'énergie. Et c'est sur ce qualificatif finalement de sexuel, peut-être qu'on a bâti tout ce monde, cette société. Et c'est très, très bizarre en fait de voir que ce qui peut fonder en fait une société, c'est aussi son secret, c'est aussi son tabou. Il est défendu de parler de sexe avec les parents. Dans ma génération, ça ne se faisait pas. Il est défendu de parler de sexe à table. Ça ne se fait pas. Et quand on regarde la philosophie asiatique, je reviens toujours un peu à elle parce qu'elle m'a énormément appris. J'ai 2 livres en fait sur l'érotisme chinois et japonais dans ma bibliothèque que j'ai reparcouru ces derniers temps avec de jolies métaphores comme la tige de jade par exemple pour nommer en fait le sexe de l'homme. Et cette idée aussi de rétention en fait de la semence comme étant le capital le plus précieux des bourses, en fait, si je puis faire un petit peu un jeu de mots. Le capital, on est en plein dedans aujourd'hui. La bourse s'effondre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, finalement ? Si c'est pas en fait une approche de l'énergie qui n'est pas la bonne, qui est peut-être fantasmée, toujours recherchée à l'extérieur. D'ailleurs, dans ce mot même de rechercher, quelque chose de faux est déjà là. Quelque chose de faux dans le fait de chercher ou de rechercher s'impose. Quand Picasso dit « je ne cherche pas, je trouve », ça a l'air d'être d'une prétention immense, quoi. On n'y croit pas quand on commence à dessiner, quand on commence à peindre. Comment est-ce qu'on peut s'absenter, en fait, de la recherche ? Comment, par cette absence de recherche, on peut trouver ? Parce que justement, on arrive dans cet état d'éveil. Et c'est l'état le plus naturel qui soit. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette partie, en fait, du podcast. J'ai écrit un texte ce matin qui s'appelle « Absence ». Je suis parti de ce mot-là et du coup, j'ai tout à défiler comme d'habitude. Et c'est vrai que je m'aperçois que les derniers textes que j'ai écrits, je les écris par petits jets. Je commence par un long paragraphe qui fait peut-être 3-4 lignes. Et puis ensuite, les choses s'amenuisent.
comme si on partait d'une fréquence pour arriver à une pulsation, à une impulsion. Les phrases s'enchaînent par impulsion. Sans chercher le beau, sans chercher le style, sans chercher autre chose que ce qu'elles sont. Exactement comme je pratique en peinture finalement. Il suffit d'oublier en fait pour trouver. Il n'y a pas de gain là-dedans. Il n'y a pas à se dire j'ai trouvé, je suis le plus fort au monde. Même si ensuite on peut en jouer, je pense que Picasso a dû en jouer pas mal. C'est très séduisant. Et très sage en même temps parce que on est de ce monde. Comme je suis un crapaud qui fume. Quand on était gamin, on mettait des cigarettes dans la bouche des crapauds, dans la gueule des crapauds, et ils explosaient en 1000 morceaux. Il y a une nouvelle de Borges qui parle en fait des immortels. Ça s'appelle Les Immortels, alors je ne sais plus dans quel recueil de nouvelles c'est, ça doit être dans Aleph. Aleph, oui. Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Donc c'est un voyageur en fait qui cherche les immortels. Il a entendu parler en fait de ce pays où les gens ne mourraient plus. Donc il cherche, il voyage énormément. Voilà. Et puis d'un seul coup, il tombe en fait dans une vallée où il aperçoit en fait ce pays des immortels. Alors il est tout content. Il se dirige vers la ville des immortels, ou le village peut-être. Et puis là, il voit des gens vautrés partout, qui ne font rien, et qui sont dans un ennui total. Pour lui. Et finalement, quand on regarde ce monde, on a cette impression d'immortalité également, bien que tout s'agite. De gens qui rêvent, de gens qui sont en train de rêver en dormant. Attends, j'ai ma chatte qui veut rentrer, je vais ouvrir la porte. Oui, l'éveil, c'est l'état le plus naturel dans lequel on peut être. C'est ce qu'on ressent, je crois, quand on est enfant. On est dans l'éveil. Et puis ensuite, on doit aller à l'école, on doit apprendre des choses, on doit se remplir d'un tas de choses. Et puis, on quitte cet état d'éveil pour entrer dans ce sommeil, en fait, qu'on appelle la vie, finalement, avec des gros guillemets, avec toute une interprétation de ce que peut être la vie, qui rajoute progressivement des couches d'ignorance, des couches de malentendus, des couches de fiction, en fait, sur cet éveil de départ, cet état de départ naturel.
Je crois que dans ce que j'ai déjà dit, en fait, sur la différence entre peintre et puis artiste, je pense aussi qu'il y a aussi ce chemin, en fait, à faire de l'homme que je suis, d'un homme tout à fait normal dans cette société, vers l'enfant. Et non pas un enfant fantasmé, tu sais, les souvenirs d'enfance, on a tendance à remettre des couches et des couches et des couches parce qu'il y a une nostalgie, en fait, de cet état qui est toujours présente. Même si on a eu une enfance pas facile, même si on a eu une enfance difficile, même si on a eu des coups, si on était en prise quand même directe avec... excuse-moi, elle recommence. Je vais encore la faire sortir. J'ai toujours pas mis de chatière. Là, c'était plus compliqué. Elle avait faim, donc il faut donner aussi des croquettes. Il faut faire un petit câlin. Voilà, il y a tout un rituel, en fait, le matin. Et là, comme je suis un peu décalé par rapport à l'horaire habituel, en fait, de mes podcasts... du coup, j'ai un peu zappé le petit câlin, tout ça. Donc, du coup, elle n'est pas contente. Oui, ce retour, en fait, à l'enfance, qui ne serait pas quelque chose de fantasmé, mais qui serait notre état naturel, finalement. Quand on regarde, en fait, cette société, comment elle s'agite... quand on la regarde avec des lunettes de sérieux, si tu veux, on s'en rend pas compte. Je parlais de l'absurde hier ou du ridicule. On est en plein dedans aujourd'hui, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que on cherche à s'extraire en fait de cette absurdité en effectuant beaucoup de choses absurdes et en disant que ce sont des choses sérieuses. C'est la même difficulté pour cette société à traverser en fait le ridicule ou l'absurde que pour un être individuel. Bon, c'est exactement la même chose. Comment sortir de cette hypnose, en fait, de la présence de l'autre, des autres? En peignant, c'est la même chose, si tu veux. En peignant, comment sortir de l'absurde en peinture? On se dit qu'on va faire des choses qui ont un sens. Parfois même très compliquées. Avec des compositions extraordinaires, où on va déployer tout ce qu'on entend par le mot art, qu'on croit être. Donc pour ça, il faut acquérir des techniques, il faut acquérir une maîtrise. Tout ça est très sérieux. Alors oui, sans doute, pour être honnête, il faut acquérir des techniques, il faut acquérir une maîtrise. Je parlais de Picasso tout à l'heure, bien sûr qu'il avait un savoir concernant le dessin, concernant la peinture, bien sûr qu'il avait tout ça.
Mais à un moment donné, il a rebroussé chemin. Et quand on lit en fait certaines phrases de Picasso, elles sont très étonnantes par rapport aux personnages qu'on nous présente, comme quelqu'un de monstrueux par exemple, notamment ses relations avec les femmes. Eh bien, en fait, ce qu'il veut, lui, c'est revenir à l'enfance. C'est parvenir à peindre comme un enfant. Retrouver cette spontanéité de l'enfance, ce naturel. Et je regardais hier des tableaux, alors je ne me rappelle plus le nom du peintre, hein, je n'ai pas gardé ça, il faudrait que je le retrouve. J'ai du mal, moi, à m'accrocher au nom, quoi. Et en fait, ce sont des peintures colorées, des traits verticaux de mémoire, enfin des taches verticales de mémoire, très resserrées les unes par rapport aux autres, avec des couleurs vives, des couleurs pures. Et je lisais les commentaires en fait de ce post. Alors ça, c'est un artiste qui est très connu, hein, un artiste vivant. Et il y avait des gens en fait dans les commentaires qui disaient mais pareil, hein, ma petite fille de 5 ans en fait autant, etc. N'importe qui peut en faire autant. Et je crois qu'il y a un malentendu de la part des personnes qui ne font pas de peinture ou des personnes qui n'ont pas cette préoccupation de la peinture, de considérer en fait certaines œuvres comme des travaux bâclés, comme des travaux déposés avec facilité, avec négligence. Il y a une confusion en fait entre la négligence et puis l'habileté finalement. Si c'est pas habile, si c'est pas léché, si c'est pas conforme en fait aux critères qui dans la tête des gens constituent une œuvre d'art, alors c'est un déchet. C'est du foutage de gueule. Eh bien, je ne suis pas d'accord évidemment avec ça. Parce que finalement, tout cet apprentissage de la peinture, cette technique, toutes ces heures innombrables à passer à acquérir quoi finalement? Une confiance dans le fait qu'on s'est hissé de l'ignorance au savoir. Elle mène normalement à une prise de conscience. C'est un chemin. Et cette prise de conscience, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de conscience d'un égarement. On s'est égaré vers l'extérieur, c'est-à-dire vers des représentations de la peinture, de l'art, qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc je crois qu'il y a tout un chemin à effectuer pour s'approprier en fait, ou essayer de s'approprier l'extérieur et découvrir à un moment donné une absence. L'absence de soi-même dans cet extérieur. C'est-à-dire, en fait, une partie manquante, un vide autour duquel tournent toutes les pensées qu'on a eues envers cet extérieur.
Et on pourrait dire la même chose de l'énergie dite sexuelle. Tout ce qu'on projette à l'extérieur à partir de cette sensation formidable, en fait, d'énergie. Toutes ces parties de la femme ou de l'homme qu'on utilise pour cristalliser, en fait, un certain nombre de pulsions, d'envies, d'images, sont exactement de la même teneur, en fait, que ce que le peintre, dans son apprentissage, projette sur sa toile. Et je pense qu'on peut avoir exactement le même orgasme en peignant, en écrivant ou en faisant l'amour. On peut découvrir en fait cette absence, cette disparition totale qui surgit à un instant précis où on se libère en fait de la notion de séparation, où il n'y a plus de différence entre extérieur et intérieur. Et à ce moment-là, il y a la spontanéité qui jaillit, en fait, naturellement. Ensuite, toute la question repose, en fait, sur la durée. Parce que quand on a un orgasme en faisant l'amour, ça ne dure pas longtemps. Il y a une déflagration qui va durer quelques minutes, parfois qui va laisser une trace pendant la journée, peut-être 2 jours, 3 jours. Comment conserver en fait cet état en fait de l'orgasme finalement. Et je pense qu'en peinture, à travers la peinture, on peut conserver cet état une fois qu'on l'a trouvé, beaucoup plus longtemps. Alors ça ne veut pas dire qu'on est toute la journée dans cet état, c'est-à-dire qu'on peut retrouver avec le rituel, je reparle encore de cette notion de rituel, cet état orgasmique en fait, cette jouissance en fait du peindre. Mais il y a une nécessité d'absence pour l'obtenir. De la même manière que au moment le plus fort en fait du coït, on s'absente, où il n'y a plus de différence finalement entre l'homme et la femme. Il n'y a plus de différence non plus entre la toile et le peintre. Ça forme un ensemble. Et à ce moment-là, les gestes sont naturels, sont spontanés, et l'erreur n'existe pas. L'erreur n'existe pas. Tout est parfait dans l'instant. Dans cette sensation de peindre, tout est parfait dans l'instant. Et puis, la séance de peinture s'arrête. On pose le tableau sur le chevalet, on se recule, et à ce moment-là, on redevient ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Et on voit son tableau avec cet œil de tous les jours.
avec tout l'extérieur qui revient, peut-être même qui revient dans les débuts, d'autant plus fort qu'on s'en est absenté. Les jugements reviennent d'autant plus fortement qu'on a réussi à s'absenter. Donc repartir à zéro, ça serait aussi ne plus se soucier en fait de tous ces jugements en fait qu'on porte sur le tableau une fois qu'on a terminé de le réaliser dans cet état. Et dans les couples, c'est la même chose. Voilà, tu vas faire l'amour avec ton partenaire. Ça va être quelque chose de fantastique. Mais une fois que vous vous relevez tous les deux, il faut faire bouillir la marmite. La boîte aux lettres, il faut l'ouvrir, il y a des factures dedans. Bref, toute la vie quotidienne, en fait, se réengouffre dans l'espace qu'on a créé, qu'on a retrouvé, et l'efface. Et on est sans cesse dans cette alternance, en fait, du jouir et du pénible. Comme si le pénible, dans notre esprit, avait comme fonction, en fait, souvent, de vouloir renforcer le jouir. Parce qu'on se fait aussi une idée sur le pénible et sur le jouir. Tout l'érotisme, en fait, est basé là-dessus. Se faire des idées. Donc c'est un calcul. C'est pour ça que l'érotisme, pour moi, est attaché, en fait, à une notion bourgeoise, en fait, de la sexualité. Si pour bander, il faut avoir des porte-jartelles, des chaussures à talons hauts, des bas, des décolletés plongeants et des froufrous, là, je me positionne en tant qu'homme, bien sûr. Ça peut être pareil pour les femmes, hein, avoir peut-être des fantasmes sur des hommes en costume. D'ailleurs, cette notion de costume, elle est intéressante parce que le costume, finalement, c'est un uniforme. C'est un uniforme qu'on porte en entreprise pour s'effacer, en fin de compte, en tant qu'individu et devenir un porte-parole, en fait, de l'entreprise. Donc le fantasme, si tu veux, du costume bien taillé, même s'il est bien taillé, même s'il sort de chez... je vais avoir du mal à trouver une marque de costume parce que j'en porte jamais maintenant, j'en porte plus. Oui, avoir ce fantasme pour une marque de costume haut de gamme, c'est pas très différent finalement que d'avoir un fantasme pour l'uniforme du soldat. Après, c'est une question de galon, le capitaine, le général et je ne sais quoi. C'est une association, en fait, du sexe avec le pouvoir. Avec le calcul de ce qu'on peut obtenir grâce à ce pouvoir. C'est pour ça que je dis que c'est très bourgeois comme notion, l'érotisme. C'est un calcul d'apothicaire. Peut-être que sortir de l'absurde, sortir du ridicule, c'est aussi sortir
dans une grande manière, de l'érotisme. Alors qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'érotisme? Ben, il y a l'autre, tout simplement. Celui qu'on ne veut pas voir parce qu'on le déguise. Cette présence qu'on invente pour oublier une absence fondamentale. Mais on inverse les choses en fait comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on invente, c'est ça l'absence. Et peut-être qu'en foutant tout par terre, on revient à cette présence fondamentale, à l'éveil. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, toujours dans ce cadre de repartir à zéro, repartir de zéro. Je me suis interrogé ce matin, tiens, sur le sens, en fait, de si j'utilise de zéro ou à zéro. C'est cette notion de préposition. Tu vois, préposition comme on feuilletterait en fait le Kama Sutra. Quelle position va-t-on adopter aujourd'hui pour faire monter la Kundalini, pour retenir la semence dans la tige de jade. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Salut.